Bonjour, nous sommes le 12 janvier 2015, il est presque 2 heures du matin et je voudrais vous parler de la monarchie. Je suis devenu un adepte de la monarchie en tant que régime permettant de dépasser un certain nombre de problèmes. Et je vais peut-être surprendre certaines personnes en leur disant que la grande erreur dans la gestion des problèmes du Moyen-Orient, c'est de ne pas avoir pensé à une monarchie pour Israël. Bien que ce soit un concept très, très ancien dans Israël, puisqu'il y a les grands rois juifs qu'on connaît. Et en plus, tout le monde arabe, sous domination britannique et française après la Première Guerre mondiale, émancipé de la tutelle ottomane, a été géré par des solutions monarchiques. Et d'ailleurs, on peut penser que dans certains cas, la disparition de la monarchie, comme en Irak, aura été un problème plus qu'autre chose. La Jordanie, qui faisait partie de la Palestine mandataire, a bien été affectée à un roi par les Britanniques. Les Britanniques qui d'ailleurs avaient placé ce roi en Jordanie parce que il y avait un problème de dynastie en Syrie. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Enfin, toute cette région arabe a été gérée sur une base monarchique. Et Israël a été justement une exception. A été une exception avec le cas du Liban. Et ces exceptions sont fâcheuses. Et dans le cas du Liban, par exemple, bon, on ne va pas revenir sur le cas du Liban, ils ont trouvé un arrangement avec un président d'une religion et un premier ministre d'une autre religion. Mais dans le cas de la monarchie juive, je pense qu'on pouvait envisager effectivement un premier ministre musulman, pourquoi pas, ou arabe chrétien. Ce qui aurait évité toutes les problématiques, toutes les velléités israéliennes, démographiques, la question que pose très bien dans son livre Judith Butler vers la cohabitation judéité critique du sionisme, où elle parle notamment des travaux d'Edouard Saïd, c'est-à-dire effectivement obligation au nom de la démocratie, au nom du système électoral qui doit impérativement faire élire un Premier ministre juif, etc., l'obligation de placer les Arabes en situation de citoyens de seconde zone, etc. Enfin, tout ça, ça aurait pu être évité si on avait admis le principe de monarchie juive. Ou du moins d'une sorte de théocratie juive, un peu comme en Iran, avec un grand rabbin qui aurait eu un pouvoir particulier. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, la vie parlementaire aurait été plus sereine, en quelque sorte, puisque ce principe d'une monarchie religieuse, si on veut, peut-être pas, on aurait pu aussi trouver d'autres formes de processus. Enfin là, on parlerait plutôt d'une sorte de papauté juive, avec une élection par le biais d'un conclave, mais on peut aussi imaginer effectivement une monarchie, ou même une sorte de une monarchie dynastique, un peu sous la forme impériale, je ne sais pas. Il faudrait voir quelle solution on aurait pu trouver au niveau d'une légitimité monarchique. Mais il est certain que la formule de l'élection d'un président n'est pas française, la formule française de l'élection d'un président n'est pas appropriée dans des situations où effectivement il faut maintenir l'idée d'un foyer juif avec une domination malgré tout juive quelque part, tout en acceptant une population non juive et sans pour autant tomber dans des solutions un petit peu bizarres avec des citoyens de seconde zone. Enfin, c'est pas une solution non plus. Je pense que la France, d'ailleurs, a beaucoup perdu aussi en renonçant au modèle monarchique. Elle aurait peut-être pu mieux gérer, notamment la question algérienne, si elle avait été une monarchie. Et l'Angleterre, d'ailleurs, a
parfaitement fonctionner avec le processus monarchique, tant et si bien que la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre sont également, en titre en tout cas, monarques au Canada ou ailleurs. Enfin, je veux dire, oui. Et donc, l'abandon de la monarchie sous la forme constitutionnelle a été certainement une erreur stratégique majeure au XXe siècle, dont on paye aujourd'hui les dividendes, si on peut dire. Et je voudrais répondre aussi à une autre question qui est posée par Judith Butler et qui fait écho aux travaux, aux théories de Moïse et de Freud sur le Moïse et le monothéisme, qui sont repris d'ailleurs et commentés par Edouard Saïd. Je ne pense pas du tout que le peuple juif, du moins le peuple juif n'existe, ne naisse que par le processus de la loi religieuse. Il est bien dit dans la prière juive que Dieu a choisi le peuple juif entre les différents peuples. Donc, ça veut dire que ces peuples existaient avant le choix. Le peuple juif préexistait au choix de Dieu, et il existe d'ailleurs, d'après si on regarde la Bible, depuis plusieurs siècles, avant même que Moïse lui apporte sa loi. Donc il ne faudrait quand même pas exagérer. Alors un autre point que je voudrais signaler en passant, en pensant à Leibniz et à sa théodicée, c'est que quand on dit que Dieu a choisi le meilleur des mondes possibles, on peut sans doute savoir qui est l'auteur de ces mondes possibles entre lesquels Dieu choisit. Alors est-ce que c'est Dieu qui est le créateur de ces mondes possibles, ou est-ce que c'est Dieu qui choisit parmi les mondes possibles alors, celui qu'il doit prendre? Alors à ce moment-là, qui est l'auteur des mondes possibles? Est-ce que Dieu peut être à la fois le créateur des différents mondes possibles et celui qui choisit parmi les mondes possibles? Voilà, c'est une question qui ne me paraît pas d'une clarté évidente. C'est pour ça que je pense qu'il y a, dans la notion même de Dieu, une cyclicité, c'est-à-dire qu'il y a des états successifs de la divinité. Il y a la divinité qui crée le monde dans sa globalité, et puis un deuxième temps, la divinité qui choisit dans ce monde un certain nombre de points forts. Alors, est-ce que c'est la même divinité qui passe par des stades successifs, ou est-ce que ce sont deux divinités qui s'opposent? La question se pose, mais en tout cas, il est clair qu'il faut accepter cette dualité, cette dialectique, sinon sur le plan synchronique, du moins sur le plan diachronique. C'est une évidence.